Bonjour, je m'appelle Thomas Cauchy, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Et nous allons commencer aujourd'hui une série de vidéos, un cours sur l'introduction à la chimie quantique. Ce cours s'adresse principalement à des étudiants de début de licence, L1, L2, notamment ceux de l'Université d'Angers, mais il repose sur un niveau type lycée, voire collège, et j'espère qu'il pourra intéresser un maximum de monde. Il s'agit bien d'une introduction et nous allons principalement essayer de répondre à des questionnements centrés sur l'électron. C'est-à-dire que la chimie, pour bien la comprendre, il faut être capable de comprendre l'électron. La matière est composée d'atomes qui sont en interaction. Nous avons par exemple ici une représentation de la molécule d'eau. En rouge est représenté l'atome d'oxygène, en blanc les atomes d'hydrogène. Nous avons donc H2O. Les interactions entre l'oxygène et l'hydrogène sont notées par des traits quand on dessine la molécule avec une formule développée. Mais ce trait, appelé liaison chimique, dans ce cas-là, à quoi il représente, quel type d'interaction, de quel type d'interaction il s'agit, qu'est-ce que c'est exactement, c'est l'une des questions que nous aborderons pendant ce cours. Pourquoi les atomes sont en sphère? C'est un autre point que nous traiterons pendant ce cours. Et finalement, vers la fin du cours, nous expliquerons pourquoi la molécule d'eau est coudée en regardant la différence par rapport aux électrons entre la situation de la molécule d'eau linéaire et la molécule d'eau coudée. Les molécules sont composées d'atomes. Ces atomes sont représentés de façon assez courante comme un noyau au centre entouré d'électrons qui seraient dans une trajectoire qui rappellerait une orbite planétaire. C'est un diagramme idéalisé ici issu de la Wikimedia. J'essaierai au maximum de respecter les droits d'utilisation. Donc là ici nous avons une image libre d'utilisation sous respect de la laisser à l'identique et de préciser qui est l'auteur. La plupart du temps, les images sont sorties du site de la Wikimedia Commons. Cette image, par contre, est loin d'être parfaite. Mais c'est normal. Si maintenant, nous connaissons la taille des noyaux. Le noyau est bien au centre, mais un noyau a une taille de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Et nous verrons après, quand nous allons étudier les atomes d'hydrogène, par exemple, qu'un atome et que les électrons sont plutôt une distance du noyau de l'ordre de l'angstrom, 10 puissance moins 10 mètres. Ce qui fait quand même une différence en puissance de 5. C'est-à-dire que dans un dessin où le noyau prend 1 cm, l'électron est à 10 puissance 5 cm, à 100 mètres de là. Bien sûr, ça ne rentre pas dans une feuille A4. Donc là, ici, nous avons un problème d'échelle. Pour que ce soit lisible, le noyau en fait est beaucoup plus grand que ce qui est la proportionnalité le demanderait. Et en fait, moi, ce qui m'embête le plus, c'est cette idée de mettre un électron dans un noyau. En fait, justement, l'objet de ce cours est d'améliorer le modèle de perception atomique et de ne plus imaginer l'électron dans une orbite, mais bien d'imaginer après l'électron dans une fonction en 3 dimensions. Cet électron, en fait, il est crucial de bien comprendre comment il se situe, à quelle énergie, quelles sont ses propriétés, pour bien comprendre toute la chimie. L'électron est la pièce centrale de la chimie quantique. Il nous permet de comprendre la géométrie d'une molécule. Donc, comme nous venons de le dire, la molécule d'eau est coudée parce que finalement, c'est la forme la plus stable. Les molécules sont réactives. Vous avez entendu parler d'acide, de base, d'oxydant, de réducteur. Cette réactivité dépend ou se comprend en regardant les électrons. Les propriétés magnétiques sont aussi des propriétés basées sur des électrons. Les composés en fait
paramagnétiques qui vont réagir avec un aimant ont des électrons célibataires. Ici, nous avons un aimant diamagnétique sur un système supraconducteur qui permet d'expliquer par exemple une forme de lévitation. Mais la paille de fer, la limaille de fer qui est attirée le long des champs magnétiques, ça se comprend avec des propriétés électroniques. Et finalement, les propriétés optiques, telles que la couleur, la transparence, l'intensité en fait du pouvoir colorant, mais aussi ses capacités d'émettre de la lumière, de fluorescence, de phosphorescence, c'est encore une propriété électronique. Vous avez ici une formule développée qui représente un dérivé d'une molécule de périlène diimide. C'est un des composés que l'on étudie notamment au laboratoire Moltec en Anjou à Angers. Et vous avez l'image d'une solution d'un de ces dérivés qui est un orange flashy fluorescent. Ces propriétés-là se comprennent en étudiant les électrons. L'objectif du cours est donc de comprendre pourquoi une molécule qui en soi est éternelle, c'est-à-dire que si vous prenez H2O et elle est toute seule dans l'espace, elle est immortelle. H2, O2, pareil. Par contre, elles sont capables de réagir entre elles. Il peut y avoir des réactions chimiques et un acide et une base, en soi stables, dès qu'elles se rencontrent, peuvent amener à faire des réactions. Ces propriétés, cette réaction-là, reposent sur la compréhension des électrons dans une molécule. Et une fois que nous aurons compris une fois que nous serons capables de décrire ces électrons, nous pourrons comprendre ces propriétés. Sauf que, pour bien les comprendre, les électrons, il faut faire de la chimie quantique. C'est là l'objectif du cours. Nous avons à connaître un minimum la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique quantique, et l'appliquer sur la chimie. Le cours se sépare donc en 4 chapitres. Le premier chapitre est un rappel historique, ou un rappel, et plutôt une brève histoire de la chimie avant l'arrivée de la mécanique quantique, pour comprendre un peu le contexte, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que l'humain a pu comprendre et prévoir, créer comme modèle avant même d'avoir créé la mécanique quantique. Puis, nous allons faire un cours d'introduction à la mécanique quantique. Et il s'agit principalement du minimum à savoir pour pouvoir l'appliquer à la chimie. La première partie, ça correspond à peu près à 2 vidéos. La troisième à 3 vidéos. J'espère pouvoir faire des vidéos de l'ordre de la demi-heure à chaque fois. Puis nous étudierons et nous allons appliquer la mécanique quantique à des systèmes à un électron tout seul dans l'espace, puis surtout l'hydrogène. Et grâce à l'hydrogène, nous allons pouvoir écrire les premières fonctions d'onde, les premières descriptions d'un électron dans un système chimique. Nous allons après travailler sur une petite molécule à un seul électron, H2+. Ça va nous prendre une bonne dizaine de vidéos. Puis, nous allons faire et étudier et terminer des systèmes chimiques à plusieurs électrons. Alors, on va se restreindre à 2 ou 3 atomes, et donc, par exemple, terminer avec la molécule d'eau. Et là aussi, il y aura une bonne dizaine de vidéos, je pense, surtout que nous allons faire des exercices, corriger des exercices afin d'appliquer la partie du cours. Donc, commençons par un rappel historique. Il s'agit d'étudier, de comprendre l'histoire de la chimie avant même la mécanique quantique. La mécanique quantique qui est en fait du XXe siècle. Donc en gros, c'est l'histoire de la chimie avant le XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie donc, qui explique ce qu'est un atome et ce qu'est une liaison chimique est ultra récente en fait. Elle est entre 1920 à peu près. Donc avant, on faisait bien de la chimie. Et on a même prévu des choses, on était capable de prévoir et on avait des modèles prédictifs sans avoir la vision à l'échelle atomique. Le schéma
qui permet pour moi de se représenter l'histoire de la chimie, celui qui est finalement la vision la plus pédagogique quand j'enseigne l'histoire de la chimie, c'est un arbre. Si vous imaginez un arbre avec ses racines profondes et importantes, puis un tronc, puis des branches, vous avez l'histoire de la chimie. L'histoire de la chimie commence quand l'humain était capable de faire des réactions chimiques. Alors, il existe des réactions spontanées, c'est-à-dire des réactions qui se passent toutes seules, mais on a mis en fait beaucoup de temps avant de les découvrir. Les premières réactions chimiques, ce sont celles que l'homme maîtrise. Donc il faut apporter de l'énergie. Alors, on peut apporter de l'énergie en écrasant avec du mortier, etc. Mais finalement, on peut considérer, dans les démarrages de la partie empirique, des données expérimentales qui vont après alimenter la science que deviendra la chimie, c'est la capacité à domestiquer le feu, par des frictions, par le silex. 400 000 ans à peu près avant notre ère, AEC veut dire donc avant ère commune, c'est l'équivalent d'avant Jésus-Christ, ça permet de ne pas faire référence à un personnage d'une religion. Nous avons la domestication du feu, dans plusieurs points sur Terre. Alors bien sûr c'est une date approximative, d'accord ? Et c'est une compétence qui va se développer à différents moments sur Terre. Vous pourrez d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés spécialement par l'histoire de la chimie, je vous recommande un excellent livre en anglais, Creations of Fire, de Cathy Cobb et Harold Goldwhite, et Penser la matière, de Jean Baudet, qui est une approche en français. Alors, Jean Baudet est historien, il n'est pas chimiste, dedans il y a des petites erreurs en chimie, mais c'est fait avec passion, c'est très bien fait. Et Creations of Fire, justement, met l'accent, rien que dans le titre, sur un moment ce que les chimistes étaient appelés les philosophes du feu. De 400 000 ans avant notre ère à peu près 10 000 ans avant notre ère, qui correspond au début du néolithique, il y a le paléolithique. L'humain développe des compétences sur l'artisanat pariétal, c'est-à-dire domestiquer des pigments, que ce soit de la cendre ou des morceaux de roche broyés. La poterie, c'est-à-dire être capable de comprendre qu'un argile chauffé pendant un certain temps va se solidifier, puis comment on peut d'ailleurs l'imperméabiliser en faisant des post-traitements, et développe aussi une pharmacopée. On a retrouvé des morceaux d'écorce de sol qui justifient l'utilisation de plantes à but médicinal. 10 000 ans à peu près avant notre ère, il y a un changement climatique. C'est la fin de la dernière glaciation. Et à certains endroits, notamment au Moyen-Orient et en Chine, il y a des zones très prolifiques en termes de biodiversité. L'humain, des foyers humains vont se sédentariser. Ils vont développer l'agriculture. Certaines espèces ancêtres du blé, le figuier et d'autres espèces, et surtout aussi l'élevage. Ils vont domestiquer certaines races animales peu farouches, des chèvres, des cochons, des vaches. Et ça amène à la sédentarisation. Alors, le mot néolithique fait référence à la nouvelle pierre, c'est-à-dire en fait à la pierre polie. Effectivement, dans les compétences importantes de travail de la matière, on pourrait imaginer le travail de la pierre pour des outils. Après, le néolithique fait référence à un changement technologique et la capacité de polir les pierres, mais en pratique, pour justifier en fait les changements de civilisation de cette époque-là, le point principal, c'est pas la pierre polie, c'est plutôt la sédentarisation, la création de villes comme Jéricho, qui représente en fait une population qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus concentrée, mais capable de gérer son approvisionnement en nourriture tout au long de l'année, ne plus être obligé de se déplacer. Et cet état-là va amener à une spécialisation, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas obligé de travailler à l'apport de nourriture, certains vont s'en spécialiser et d'autres vont pouvoir faire autre chose. Et dans les compétences très importantes pour l'histoire de la chimie, il y a les personnes qui vont s'occuper des foyers.
des fours. On sait que 3500 ans avant notre ère, donc là il y a toute une étape en fait où on n'a pas de date historique, car il faut attendre environ 3500 ans avant notre ère pour retrouver les premiers écrits que l'on ait pu traduire. C'était principalement les hiéroglyphes égyptiens, ou alors l'écriture cunéiforme des Sumériens. À partir de là, on entre dans l'histoire avec l'écriture. On sait que l'humain a domestiqué le four, une enceinte autour d'un foyer qui permet de maintenir une certaine température et une hygrométrie à 900 degrés, et au-delà d'une capacité à améliorer son travail de potier et de cuisinier, il va pouvoir jouer avec ces fours-là pour faire de la métallurgie. L'extraction minière avait déjà permis d'isoler l'or, qui a une couleur particulière, l'argent aussi, le cuivre, donc ces trois métaux-là, dits métaux précieux, ont vraiment des couleurs particulières par rapport aux autres, mais il a été aussi capable de découvrir le plomb, parce qu'il a une température de fusion assez basse, et que en fait, en mettant au feu et en brûlant des morceaux de roche de son voisinage, voire parfois d'assez loin, il a été capable de faire fondre cette roche pour trouver des métaux et des alliages. Donc là, par exemple, on est à une période que l'on appelle l'âge de bronze. Les Sumériens, les Égyptiens font fondre des roches qui sont constituées d'étain, de cuivre, et cet alliage est plus dur que le cuivre. De 3500 ans à 1500 ans avant notre ère, on est donc sur une domination de la culture sumérienne et égyptienne, qui va après changer, va être par exemple conquis par des Assyriens, puis après il y aura des Babyloniens, etc. Il y a tout un échange de cultures. Ce qui est important pour l'histoire de la chimie, c'est qu'au tournant de 1500 ans avant notre ère, dans cette région, les Hittites, par exemple, vont commencer à développer la technologie du fer. Les fours s'améliorent en rendement, on augmente la taille de la cheminée, mais surtout on change la quantité d'oxygène qui arrive et la température du four augmente vers 1000-1200 degrés et en fait on obtient de la fonte. La fonte, qui est principalement du fer, est plus solide et plus léger que le bronze, permet de faire des armes qui ont une plus grande portée, ce qui donne un avantage stratégique, et il y a un changement ici technologique non négligeable. Ce qui va entraîner en fait aussi, en même temps, la chute en fait, de certains empires à cette époque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que 500 ans plus tard, vers l'an 1100, les cités phéniciennes auront un moment de liberté et vont devenir un empire commercial dans la Méditerranée. Cet empire commercial signifie des échanges de cultures entre différentes cultures, et les Phéniciens vont développer un alphabet consonantique. C'est-à-dire qu'un symbole ne représente pas une idée, hein, mais un son. Alors, on dit consonantique parce que les voyelles sont sous-entendues. N'empêche que c'est un alphabet qui permet en fait de fabriquer des nouveaux mots assez facilement et de représenter des choses abstraites. Cet alphabet-là est crucial dans l'histoire. Il sera l'ancêtre de l'alphabet araméen qui après est un ancêtre de l'alphabet hébreu et arabe, et il va inspirer aussi l'alphabet grec qui inspirera l'alphabet latin, etc. Donc là ici on a un moment important en fait pour la capacité de créer de nouvelles idées. C'est un alphabet modulable. 500 ans plus tard, la civilisation grecque a un moment de relative prospérité et on voit apparaître les premières théories matérialistes qui vont entraîner la création de l'alchimie. Donc là ici, en fait, à un moment donné, les savoirs empiriques des différentes notions, que ce soit de la poterie, de la métallurgie, de la cuisine, etc.,
Et la description du monde va vouloir être synthétisée dans des idées. Et c'est un moment important, et en fait, ça correspond dans notre image de l'arbre à la sortie de terre, en fait, quand les racines se rassemblent pour fabriquer un tronc. Les premières théories matérialistes. Alors le mot matérialisme, à ce moment-là, ça veut dire que tout est fait de matière. Si on prend par exemple une image d'un paysage, l'eau, les terres, les végétaux, le ciel, tout, même les dieux, sont faits de matière. Et ce n'est pas forcément la connotation actuelle du mot matérialiste ou matérialisme. Par exemple, dans le film Fight Club, qui est au passage excellent, le personnage d'Edward Norton, les personnages d'Edward Norton et de Brad Pitt se rencontrent, et Brad Pitt accuse Edward Norton d'être un matérialiste. En fait, d'être possédé par ces objets. C'est-à-dire que, en soi, il a besoin de ces objets, il a besoin de consommer, et il a besoin de consommer souvent, et il dépend en fait de tous ces objets-là. C'est plutôt une critique du consumérisme, du capitalisme qui a tendance à faire acheter des objets sans forcément en avoir besoin, ou de créer des besoins superficiels. Mais là, dans l'idée grecque, c'est pas ça. L'idée, c'est que tout est fait de matière, et notamment les dieux. Les deux idées principales matérialistes grecques sont, l'atomisme. Donc là, on est entre 500 ans à 100 ans avant notre ère, développé par Leucippe et Démocrite, puis après repris par Épicure et Lucrèce à Rome, où l'idée est que la matière, c'est du vide et des atomes. Et les atomes sont en collision les uns les autres et que ça forme la matière. Ces collisions-là, en fait, le but est de dire à la mort de quelqu'un, d'un objet, d'un être vivant, les collisions s'arrêtent, les atomes se séparent et c'est fini. Donc là, on le voit d'ailleurs dans la statue, où Démocrite, méditant sur le siège de l'âme, le but de la philosophie matérialiste ici de l'atomisme, ce n'est pas forcément d'expliquer la matière et d'expliquer la physique et la chimie, mot qui n'existe pas encore, mais plutôt de dire, quand un être humain est mort, ben c'est fini, l'histoire s'arrête. Et donc, en fait, il faut passer à autre chose. C'est une théorie qui, bien sûr, ne sera pas du tout reprise par les églises chrétiennes, où justement la vie après la mort, l'idée d'aller soit au paradis, soit en enfer, en fonction de ce que tu as fait dans ta vie, est au centre même de sa propagation et de son développement. Donc là, ici, c'était plutôt une école philosophique qui va être en fait mise de côté à un moment. Celle qui va plutôt perdurer vient de plusieurs théories en fait. Certains penseurs ont mis en avant l'idée que l'eau est nécessaire. Si l'on ne boit pas, on meurt. Si l'on n'a pas de feu, finalement, la civilisation ne se développe pas. Et Empédocle va proposer en fait une théorie de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, qui en fait constituent toute la matière, en équilibre différent, et ils seraient reliés par des forces d'amour et de haine. Alors pourquoi l'amour et la haine? C'est que, a priori, comme ils n'avaient pas d'autre chose à faire, d'autres informations, ils ont en fait de l'anthropomorphisme. Ils ont considéré que, pourquoi pas, ça marcherait peut-être comme entre les humains, et on va parler d'amour et de haine. Donc c'est la théorie des 4 éléments, et Empédocle ayant un lien avec l'école pythagoricienne, qui a un lien avec Platon, on retrouve la théorie des 4 éléments dans l'élève de Platon, via les travaux d'Aristote. Et en fait, il va y rajouter, ou en tout cas avec ses écrits, on voit que ont été rajoutés sur ces éléments des qualités. Nous avons ici symbolisé en fait l'eau, l'air, le feu et la terre, et à chacun correspond 2 qualités. L'eau est froide et humide, l'air est chaud et humide, le feu est chaud et sec, la terre est froide et sèche. L'idée derrière ici, c'est si jamais on prend une casserole d'eau, et on la fait chauffer. Le feu en excès, dont le feu en interaction avec l'eau, va chauffer l'eau. Donc la propriété froide va devenir un peu plus chaude, l'eau devient de l'air. La propriété humide va s'assécher, l'eau devient de la terre. Et grosso modo,
Quand on fait chauffer de l'eau jusqu'au bout, après avoir dépassé l'ébullition un certain temps, il ne reste plus d'eau. L'eau a disparu, c'est devenu de l'air. En fait, c'est de la vapeur d'eau dans l'air, mais ça, il ne le savait pas. Et ce qu'il reste, les morceaux de calcaire et le dépôt calcaire, etc., c'est l'élément terre qu'il y avait dans l'eau. On voit ici là que cette théorie avait notamment un but de comprendre, de rationaliser des phénomènes. Elle était plus pertinente entre guillemets que les atomes à cette époque-là, même si au final, elle s'est avérée incomplète, voire même carrément fausse. Il y a plus que 4 éléments. J'y reviendrai. Cette théorie-là est en fait en pratique l'ensemble du corpus d'Aristote a été repris notamment dans l'Église catholique, dans l'enseignement, et en fait cette théorie-là, elle va se perpétuer pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années. 290 ans avant notre ère, avant même donc la partie catholique, on a la fondation du musée d'Alexandrie en Égypte par Ptolémée Ier. C'est-à-dire en fait que Alexandre le Grand de Macédoine, qui a conquis la Grèce puis est parti conquérir tout le monde avant de mourir en Inde, va laisser un énorme territoire et en Égypte il sera dirigé par Ptolémée, qui décide d'y installer le phare, qui est devenu l'emblème de la ville d'Alexandrie, mais aussi une bibliothèque et un musée. Et en fait, c'est pas un musée comme le musée du Louvre. Il s'agit en fait ici d'un centre presque de recherche. On aura des savants qui vont venir étudier, développer des mathématiques, etc. En Égypte, à cette époque-là, qui est donc quand même issue d'une culture très ancienne, on retrouve des savoirs empiriques très vieux. Et on voit d'ailleurs une période de recherche sur la matière avec l'utilisation de la théorie des 4 éléments et surtout en fait à Alexandrie avec la présence de la bibliothèque et l'idée que pour rentrer dans le port d'Alexandrie, et si tu voulais commercer, tu pouvais négocier les tarifs du port avec des livres. C'est-à-dire si tu arrivais avec un livre qui n'existait pas dans la bibliothèque d'Alexandrie, tu pouvais donner un exemplaire, ou alors ils en copiaient un exemplaire le temps que tu restes dans la ville. Cela a permis un rassemblement du savoir de façon assez gigantesque. D'où le développement après de recherche. Et il faut voir aussi que ça s'est alimenté donc sur l'historique local, avec pas mal donc de mysticisme, avec plusieurs divinités, etc. Puis les 4 éléments, et ceux qui ont travaillé avec les 4 éléments ont bien vu que cette théorie était assez limitée. Et c'est à ce moment-là que, plutôt que d'abandonner la théorie, ils vont commencer à la rendre de plus en plus complexe, voire tellement incompréhensible qu'on va parler d'une science hermétique. Hermétique comme un récipient hermétique, c'est-à-dire qui empêche les échanges avec l'extérieur. Il faut être initié pour pouvoir lire le texte. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait ne marche pas. On a des développements de théories, notamment une des avancées que tout le monde utilise ou presque de cette époque-là, c'est on attribue à une alchimiste juive qui travaillait à Alexandrie l'idée de cuire en fait dans de l'eau bouillante afin de maintenir une température homogène, et c'est devenu le bain-marie. En Chine, on retrouve cette idée d'élément, parfois appelée phase, cette idée de propriété, cette idée de transmutation. Alors on ne sait pas trop si l'école taoïste, qui est en fait à l'initiative des théories alchimiques en Chine, si elle a été inspirée par les théories grecques ou pas, si via les Perses il y a eu des passations d'idées, peut-être dans un sens, peut-être dans l'autre. Quoi qu'il arrive, en Chine, à peu près à la même période, le taoïsme, qui est une philosophie plutôt de quiétude, c'est-à-dire le but des théories un peu taoïstes, c'est de cheminer
vers un état physique et psychique pur. Et cette idée d'ailleurs est à la base même de l'alchimie. On retrouve des éléments. Donc nous avons l'eau, le feu, la terre, et on a en Chine le bois et le métal. Ils n'ont pas l'élément air. Alors, je suppose qu'ils respirent quand même en Chine, mais dans l'idée, pour décrire en fait la matière en Chine, ils utilisent ces 5 éléments-là. On retrouve aussi des idées de génération, c'est-à-dire qu'en fonction de certaines propriétés, le métal peut se transformer en eau, l'eau, bois, etc. Et avec des idées de domination. Au centre est venu se rajouter après les théories de yin et de yang et de qi, c'est-à-dire cette idée d'équilibre avec une forme de qualité et de dualité que l'on retrouvait déjà un peu chez Aristote. Froid, sec, chaud, humide. On a rajouté d'ailleurs un caractère féminin et masculin, quelque chose qui existait aussi dans l'alchimie d'Alexandrie, où le cuivre avait été considéré comme masculin parce qu'il était utilisé pour faire des armes, etc. Donc là, il y a pas mal de stéréotypes, mais ça a entraîné des idées de chimie, c'est-à-dire que les gens ils ont essayé de faire des réactions chimiques en mélangeant du yin avec du yang. Alors au passage, c'est comme ça qu'ils ont trouvé probablement la poudre à exploser. Le carbone noir masculin a été utilisé avec du soufre jaune. Alors on ne sait pas trop, parce que ça sent pas bon. Alors est-ce que c'est le fait que ça sent pas bon que ça a été caractérisé comme féminin? Des fois c'est un peu difficile de savoir qui choisissait le caractère masculin et féminin et sur quelle base. Mais en tout cas en mélangeant ça, ils ont obtenu un composé qui en fait était incendiaire. Sauf que ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire que parfois il y a des bonnes réussites et il y a des fois il y a des échecs. Dans les échecs, en Chine, l'alchimie s'est pas mal focalisée sur l'idée d'atteindre un état physique et psychique pur, en fait, entre guillemets, l'immortalité. Donc on a vu cette idée de travail chimique pour inventer des concoctions, des produits qui, après ingestion, permettraient de devenir mort. Donc c'est là où s'est développé, par exemple, l'élixir d'or comme médicament, ou l'ingestion de cinabre. Il y avait des foyers des mines de cinabre là-bas. Le cinabre, c'est une pierre rouge, rouge sang. On la voit notamment dans le film Harry Potter, hein, où il y a Nicolas Flamel. Quand il recherche la pierre philosophale, en fait, c'est un morceau de cinabre. C'est du sulfure de mercure. Donc, le cinabre, ingéré, ça veut dire en fait ingérer du soufre, mais surtout du mercure, qui est un poison. Alors, les premiers alchimistes taoïstes qui ont conseillé ça à certaines personnes haut placées, on raconte que forcément il y a eu des accidents, des empoisonnements. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu meurs en fait avec un empoisonnement en mercure, au passage, la biodégradation de ton corps est passablement ralentie. Alors peut-être qu'ils en sont sortis comme ça en disant « Ah mais non, c'est pas moi, regardez, il est encore tout frais, ça fait 10 jours qu'il est mort. » Mais grosso modo, au bout d'un moment, les échecs sont quand même importants. Et en Chine, l'alchimie externe a été remplacée après par une vision de l'alchimie interne. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher l'immortalité en allant ingérer des choses à droite à gauche, on va travailler sur l'alchimie en interne et sur du sport, une alimentation, etc. pour atteindre en fait une alchimie, plutôt un état physique plus longtemps, de plus longue durée. Quelque part en fait une base de diététique et une base saine de vision du corps. Mais en soi, ça reste une alchimie avec une proposition sur les 4 éléments. Et ça reposait pas entièrement sur une méthode scientifique, où le but est d'essayer d'expliquer au maximum. Et s'il y a des exceptions, il va falloir rechanger la théorie. Et à ce moment-là, on rentre en fait dans la Renaissance. C'est-à-dire que pendant plusieurs milliers d'années, il y a eu donc toute une partie d'alchimie arabe, hein, je suis passé assez vite, il y a eu après une résurgence des textes arabes et grecs en Europe, ça a boosté des idées, mais tout ça repose sur quelques livres fragmentaires écrits par
par exemple des moines copistes, et donc censurés potentiellement. La Renaissance, on pourrait dire qu'elle démarre quand l'humanité est capable de produire à plus grande échelle des textes à l'identique. Moins de coquilles. Alors, sauf si au démarrage déjà, le premier texte, il y a une erreur, mais sinon dans l'idée, en ayant en fait un système avec des caractères mobiles, où on peut écrire à peu près n'importe quel texte, et on peut produire en masse, on va avoir une augmentation exponentielle du nombre de livres copiés à l'identique. À partir de là, cette idée, ou en tout cas ça correspond aussi à un moment en science où on va remettre en question les savoirs anciens. Et on va voir dans les premiers livres des textes qui ont pour but de reprendre à zéro les expériences et d'essayer d'enlever le côté hermétique, essayer de le côté un peu incompréhensible pour essayer de revenir à des opérations plus basiques. Pour essayer d'expliquer un peu cette transition entre la science moderne et l'alchimie, je vous propose de discuter de Paracels. Donc Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim, excusez-moi, j'ai certainement mal prononcé son nom, et en fait on l'appelle tout simplement Paracels, est né en Suisse allemande. C'est un caractère un peu atypique. Il a fait des études de médecine, et pendant ses études, il s'est opposé au type d'enseignement. Il a considéré que il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de conneries là-dedans. Et en fait, il a abandonné ses études de médecine. À partir de là, il a voyagé à différents endroits et il se faisait passer pour un médecin. Il a développé une philosophie alchimique qui est, en tout cas, nous, on a ses écrits, qui est en fait, qui symbolise un peu l'alchimie tardive. Elle se base sur les 4 éléments et rajoute des principes. Dans l'alchimie arabe, ils avaient rajouté le principe soufre et mercure, c'est-à-dire en fait, quand on fond un métal, souvent on a des impuretés de soufre qui se voient parce qu'elles sont jaunes, ou alors des fois ils ont rencontré sur le mercure qui est le seul métal liquide, et ils ont estimé que peut-être plutôt que juste de considérer élémentaire, on avait besoin aussi de principes ou de sous-principes qui étaient le mercure et le soufre. Lui, il lui a rajouté le principe de sel, et il est parti dans l'idée qu'un être humain est un équilibre sur ces 3 principes, c'est-à-dire qu'il est composé des 4 éléments, mais il doit y avoir un équilibre entre le principe soufre, mercure et sel. Or, ce principe-là, cet équilibre-là peut être déséquilibré par l'extérieur, par le macrocosme à l'extérieur. Il peut y avoir une entité venimeuse, astrale, spirituelle, naturelle ou divine qui vient perturber ces 3 éléments. Alors il faut comprendre ici effectivement que dans l'idée des scientifiques de l'époque, c'est d'avoir une théorie qui explique tout, que ce soit la médecine, la physique, la chimie. On est bien dans les sciences modernes aussi à la volonté d'essayer de restreindre le nombre d'équations qui permettent de comprendre la physique. Mais à partir de là, une seule et un seul système, ça ne marche pas. Le côté novateur, par contre, c'est qu'il a considéré qu'à l'intérieur du corps humain, il y avait bien de l'alchimie, type l'alchimie interne chinoise. Mais aussi qu'une maladie mentale, par exemple, correspondait à un déséquilibre et pouvait potentiellement être soignée par de l'alchimie externe, en fait des médicaments. C'est donc la première personne, en tout cas c'est la première école, qui considérait que la maladie mentale était soignable. Voire même la maladie divine pouvait être guérie par des remèdes chimiques. Donc il va en fait relancer toute une partie de la pharmacopée. Et il s'agit aussi, dans cette volonté d'équilibre, d'une première personne qui va inventer les bases de la toxicologie. Il est célèbre pour avoir dit que c'est pas le remède, mais plutôt le dosage qui fait le poison. C'est pas l'or, par exemple, le poison, ni même l'eau. L'eau en soi, c'est important d'en boire, mais si on en boit 10 litres, on peut en mourir. En fait, cette idée de dosage et donc de posologie
a été développé par Paracels. Là où en fait Paracels c'est un caractère un peu atypique, c'est que il va arriver, il va s'opposer aux théories habituelles, et il est reconnu par exemple pour des fois faire des consultations dans un bar. C'est-à-dire il fallait aller à la taverne, lui payer un coup pour avoir une consultation, et comme il était assez franc, il va très vite ouvertement s'opposer avec des écoles de médecine, et les médecins iront de temps en temps aller regarder sur son dossier, et plusieurs fois ils vont dire mais lui en fait il n'est pas médecin. Et donc il sera obligé de passer de ville en ville. Voilà. En 1661, on va s'arrêter là, après, Robert Boyle, donc là c'est presque 100 ans plus tard, hein, on est toujours avec la théorie des 4 éléments. Et Robert Boyle, qui est le 14e fils d'une riche famille irlandaise, riche veut dire qu'il a reçu une bonne éducation et qu'il voyage jeune, et en plus c'est le 14e, donc grosso modo il a un peu une certaine liberté pour le choix de son avenir, et il aime les sciences. Il décide de partir à Oxford et il s'associe à ce qu'on appelle le Collège Invisible, c'est-à-dire une association de scientifiques. À l'époque, on parlait de philosophes naturels, naturalistes, c'est-à-dire en gros qui s'occupaient de la nature. Il n'y avait pas encore de séparation franche entre la physique, la chimie, les maths et la biologie. Et justement, ils étaient dans l'idée que les sciences étaient nécessaires pour comprendre le monde et que l'idée essentielle de la production scientifique est de décrire ce qu'il se passe. C'est-à-dire en fait, il se base sur des idées justement du doute type cartésien ou de Roger Bacon en Angleterre, où en fait il faut douter des théories d'avant, il faut revenir à des expériences, essayer de les expliquer et reconstruire à partir de là. Il avait la possibilité d'engager Robert Hooke, qui n'était pas forcément riche, mais qui était un expérimentateur génial, qui a travaillé sur l'amélioration des microscopes, par exemple, etc. Et bien, Robert Hooke a amélioré une machine pour fabriquer du vide, de von Guericke, et avec Boyle, ils ont travaillé ensemble. Donc de nouveau, ils ont fabriqué une machine, un joujou, et ils ont commencé à faire des expériences. Ils ont testé que le son ne se propage pas dans le vide, par exemple. Et qu'ils n'ont pas, qu'une souris meurt dans le vide. Donc l'air est essentiel, mais qu'il n'y a pas de combustion non plus. Donc il y a certaines réactions chimiques où on voit que le vide, c'est plus vraiment de l'air. Et ils aboutissent à une équation qui relie en fait la pression et le volume, qui est la loi de Boyle. À partir de ces expériences sur la chimie de l'air, on est dans une période qu'on appelle la chimie pneumatique, en fait, non pas parce qu'ils travaillent avec des pneus, mais le pneumatique est un récipient qui contient un gaz, et à partir de là, la chimie pneumatique travaille sur l'air. Et en 1661, il écrit un dialogue, un peu type un dialogue de Platon, où un partisan des 4 éléments va discuter avec un atomiste, quelqu'un qui a la théorie des atomes, et qui reprend un peu des idées d'atomes comme élément le plus petit possible. Donc là, on est vraiment sur une hypothèse. C'est-à-dire, on déchire un morceau de papier, au bout d'un moment, on n'arrivera pas à déchirer plus petit que ça. Et ben, si ce fragment le plus petit possible, on l'appelle atome, est-ce que ça ne permettrait pas d'expliquer plus de choses que les 4 éléments ? Il n'y a pas de réponse définitive. À l'époque, la théorie n'est pas encore là. Par contre, clairement, la théorie des 4 éléments en prend un sacré coup. On en est donc au doute en science. Le livre s'appelle The Skeptical Chemist et il va lancer une véritable recherche pour en fait la mort des 4 éléments. Suite au prochain épisode.